Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, l'émission qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler transmission et puis aussi théorie du genre. Avec deux grands philosophes réunis pour une fois sur un plateau, Alain Finkielkraut et Marcel Gauchet, qui est par ailleurs historien. Avec eux, le polémiste Yvan Rioufol, le président de l'association Fils de France, Kamel Benchik, et puis ceux par qui le scandale est arrivé avec ce livre, Tous à poil, c'est Marc Dagneau et Claire Franek. En fin d'émission, Géraldine Mühlmann, philosophe et professeure à Paris 2, viendra nous faire son débriefing philosophique. Et puis, tout au long de cette émission, vous pouvez réagir, nous insulter, nous engueuler, jusqu'à la fin de cette émission, sur #LGQ pour les grandes questions. La grande question, justement, on va la voir maintenant, en chanson, avec l'une des plus belles voix du monde, celle d'Alexandre Gamelin. On écoute, on regarde. Que faut-il transmettre à nos enfants? Eh bien voilà une question compliquée à laquelle Emmanuel Kant va nous aider à répondre. Pour lui, l'éducation, c'est comme une valse à 3 temps. Premier temps, le soin, qui protège le nourrisson. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs. Deuxième temps, la discipline, pour apprendre à avoir des cadres et à respecter la loi. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle, sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Et troisième temps, l'instruction, qui nous rendra libres et nous permettra de penser par nous-mêmes. Leçon de français, Leçon de français, de mathématiques. de mathématiques. Sauf que les choses ont bien changé depuis Emmanuel Kant. Aujourd'hui, par exemple, on ne prend pas soin que du nourrisson, mais on prend soin de ses enfants tant qu'ils sont en vie, au point d'ailleurs que certains ont bien du mal à quitter les jupes de leur mère. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Autre nouveauté, les sources de savoir et donc d'autorité se sont multipliées. Grâce à l'apprentissage sur Internet, l'enfant peut s'instruire au gré de ses envies, de ses curiosités personnelles, sans forcément passer par le circuit obligé de la salle de classe. Tous les savoirs sont à disposition, donnant l'impression que l'enfant peut s'éduquer tout seul. Sauf que justement, la multiplication de ces sources de savoir rend encore plus considérables les responsabilités du maître. Aujourd'hui, l'instructeur n'est plus simplement celui qui dispense des savoirs, il est surtout celui qui doit permettre à l'enfant de hiérarchiser les informations et de développer son esprit critique. Du coup, on peut quand même s'étonner que certains parents, méfiants par rapport aux théories dites du genre, aient exigé que ces théories ne soient pas présentées à l'école, pour qu'on ne puisse surtout pas dire à leurs enfants que pour certains, le sexe biologique n'est pas le seul déterminant du genre masculin ou féminin. Ces gens-là ont-ils vraiment confiance dans la capacité des professeurs à présenter ces théories sans forcément les tenir pour parole d'évangile? Et ont-ils même confiance en leur propre capacité de parents à expliquer à leurs enfants pourquoi ces théories ne correspondent pas à leurs valeurs familiales? Masquer ces théories n'empêchera jamais les enfants de se poser des questions sur leur identité sexuelle. Elle ne les empêchera pas non plus d'avoir accès à ces théories sur Internet ou tout simplement en écoutant la radio. Ce que nous devons transmettre à nos enfants, ce n'est pas tant une somme de savoir aussi vite oubliée qu'appris, ni même un système de valeurs familiales figé à jamais, non. Ce que nous devons leur transmettre, c'est la capacité à penser par eux-mêmes, de façon autonome, à se déterminer par eux-mêmes et à construire eux-mêmes leur propre système de valeurs, même si ce n'est pas le nôtre. Voilà, en tout cas, une définition d'une éducation réussie. Il est libre, Max, il est libre. Merci, c'était Alexandre Gamelin, notre chanteur philosophe. Alors, je vais commencer par vous, Alain Finkielkraut. Vous avez publié, il y a quelques mois, un livre qui a connu, et qui connaît toujours d'ailleurs, un immense succès, L'identité malheureuse. Bon, alors, Alain Finkielkraut, à qui appartiennent nos enfants? Aux profs ou aux parents? Je pense que les enfants n'appartiennent ni à l'école, ni aux parents. Je crois que l'éducation des parents et de l'école
doit viser à l'autonomie. C'est vraiment la philosophie des Lumières. C'est ce que disait Condorcet. La liberté est impossible à l'ignorant. Tel est notre pari. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'appartenance. Reste que il y a un problème aujourd'hui. Car si on demande à des enfants tout jeunes de déconstruire des stéréotypes alors qu'ils n'ont à peu près aucun repère, on implique que ces stéréotypes, ce sont les parents qui les inculquent. On les accuse, en quelque sorte, de transmission insidieuse, de préjugés, de bêtises. Et là, l'école, me semble-t-il, outrepasse ses fonctions. Elle semble vouloir arracher les enfants à l'école pour changer les mentalités, et les parents sont fondés à dire, comme un peu sur le modèle d'Arletty, dans Les Enfants du Paradis, stéréotype, stéréotype, est-ce que j'ai une gueule de stéréotype? Donc je crois que là, l'école se trompe de cible en agissant ainsi. Il vaut mieux apprendre des choses, et une fois qu'on les aura apprises, peut-être faire le tri nécessaire et réfléchir aux moyens de déconstruire les stéréotypes. La déconstruction vient forcément après un immense travail de construction intérieure. Alors nous avons avec Alain Finkielkraut l'un des plus grands intellectuels français, Marcel Gaucher, rédacteur en chef de la revue Le Débat, qui publie assez régulièrement d'ailleurs avec quelques compères, Marie-Claude Blé et Dominique Otavi, des livres autour des questions d'éducation. Et là, ce dernier livre, Transmettre, apprendre, et comment dire, bon, vous avez une vision peut-être plus modérée que celle d'Alain Finkielkraut, mais il y a aussi des rapprochements possibles. Hein. Alors à qui appartiennent, alors, première question, à qui appartiennent les enfants? Aux profs, aux parents? À personne. Vous aussi, vous dites la même chose. Les enfants sont faits pour s'appartenir à eux-mêmes un jour. Et les adultes ont la responsabilité de prendre en charge ce chemin vers eux-mêmes. C'est la grandeur et la grande difficulté du métier de parent ou du métier d'éducateur. Mais il n'est pas question ici de propriété d'aucune façon, ni d'aucun droit, justement, d'inculquer aux enfants, quoi que ce soit, dans quelque sens que ce soit. La République, par rapport à tout le débat actuel, il faut le rappeler, c'est très simple, ne délivre aucun catéchisme d'aucune sorte. L'école de la République ne faisait pas de cours d'athéisme, à l'époque où pourtant la lutte de la République contre l'Église battait son plein. Elle pensait beaucoup plus judicieusement que l'éducation des capacités de jugement rationnel permettrait aux enfants de faire un choix, une fois formés, entre les principes religieux ou laïques qui leur conviendraient. C'est ça la philosophie de la liberté. Il faut sortir de l'idée qu'il y a une propriété quelque part et un droit qui reviendrait à quiconque d'inculquer. Alors en ce moment, on parle beaucoup de la théorie du genre. Mais qu'est-ce que c'est? Alexandre Gamelin s'est posé la question en images. On regarde. Le genre à mauvais genre. Le 6 février, un article de Mediapart révélait que pour ne pas alimenter les polémiques autour d'un supposé enseignement de la théorie du genre à l'école, le gouvernement avait recommandé de supprimer le mot de la plupart des lois, circulaires et rapports ministériels. L'affaire est entendue, nos enfants n'entendront pas parler de genre à l'école. Circuler, y a rien à voir. Mais de quoi s'agit-il exactement? D'expliquer que le sexe biologique ne suffit pas à définir les genres masculin et féminin. Que les notions de masculin et de féminin ne sont pas biologiquement figées, mais relèvent aussi d'une construction sociale. Je suis contente. Qu'on n'est pas homme ou femme identiquement en France ou en Chine, au Moyen-Âge ou au XXIe siècle. Qu'on ne naît pas homme ou femme, pour paraphraser Simone de Beauvoir, mais qu'on le devient. Maman peut lire le journal quand papa fait la cuisine, sans que papa se sente castré. Une petite fille peut jouer au foot avec ses copains sans être forcément un garçon manqué. Un garçon peut jouer à la poupée ou aimer la danse classique sans être nécessairement efféminé. Bref, le masculin et le féminin ne sont pas réductibles à des stéréotypes figés pour toujours. Sans parler des objectifs politiques de ces enseignements, à savoir lutter contre les discriminations et pour l'égalité, on notera qu'apprendre aux élèves à dépasser les stéréotypes et les idées reçues pour penser par soi-même, c'est le but même de l'éducation. Y renoncer pour ne pas froisser, pour le coup, ça fait très, très mauvais genre.
Oh là 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 là. Enfin, la théorie du genre a déjà fait 2 victimes collatérales. Claire Franek et Marc Dagneau. C'est le livre de la semaine. Hein. Tout le monde l'achète, ça marche très très fort. Hein. Grâce à la publicité de Jean-François Copé. Hein. Merci Copé, vous dites, non? Non. Ah bon. En tout cas, Tous à poil aux éditions du Rouergue. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé dimanche soir. Vous étiez... Nous, on faisait notre soupe. Ouais. Et puis, le téléphone a sonné. Et puis, c'était le rédacteur en chef d'RTL qui a raconté ce qu'avait fait Copé, quoi. Et donc... Ça a duré toute la soirée, le lendemain à partir de 7h, le surlendemain... Alors donc il était scandalisé, puisque là on va voir des images à l'antenne par... l'idée de ce livre, c'est de montrer des gens à poil, la voisine, la boulangère qui est très bien d'ailleurs, et puis la prof, les voisins. Il faut quand même situer un tout petit truc, c'est que ce livre-là, on a, nous, un gros travail derrière. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'édition jeunesse. De la littérature jeunesse. Littérature jeunesse, qu'on fait de l'illustration, des textes, qu'on travaille avec des éditeurs, les éditions du Rouergue, mais aussi beaucoup d'autres. Et que donc ça arrive tout d'un coup sur un livre comme ça, après une expérience sur plein d'autres livres. Et on se rend bien compte que c'est complètement déplacé. On a aussi un tout autre regard par rapport au travail qu'on mène et avec les écoles, et avec les associations, et avec les parents, hôpitaux. Et avec... Oui. Voilà. Alors, Jean-François Copé, il vous reproche d'avoir montré des gens à poil. Oui, tout à fait. Et alors? Mais pas tous. Mais parce que c'est pas ça l'histoire. Enfin, ils ne sont pas tous à poil. Certains sont en train de se déshabiller. Il nous reproche d'avoir montré la maîtresse, le PDG... et le policier. On dirait il n'a jamais parlé, des femmes de la cantine, des la boulangère non plus, de l'ami Pierrot. Bien, hein. Ouais. Bah oui, mais pourquoi Mais en fait, le problème qui se pose, c'est plus de se dire... de faire un amalgame entre ce qui est un manuel scolaire et quelque chose qui pourrait servir à l'école et ce qu'est la littérature jeunesse. Et nous, ce qui nous a frappé à travers notre histoire, c'est que les gens ne connaissent pas la littérature jeunesse, ne connaissent pas son histoire, ne connaissent pas les éditions du Rouergue, ne savent pas quelle est toute la réflexion, Alors justement, l'idée derrière, c'est quoi? C'est intéressant de vous avoir, vous les auteurs, pour nous dire qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers ce livre. Il n'y a pas qu'une idée. C'est quoi, une déconstruction, un déshabillage de l'autorité? Il n'y a pas qu'une idée. Je veux dire, c'est une œuvre de création. On fait un livre, on y met beaucoup de nous-mêmes. C'est un livre qu'on a fait en 2010. Ça tombe maintenant, d'ailleurs, c'est incroyable, 4 ans plus tard. En 2010, il y avait, nous on sentait à la fois le poids des images plus ou moins, en tout cas des images de corps envahissantes, qui sont pleines d'injonctions à une certaine perfection, des corps qui sont retravaillés soit par le bistouri, soit par Photoshop, sur... des enfants qui vivent aussi avec l'idée que le costume, l'apparence, le statut social, c'est fabriqué. C'est-à-dire qu'on se le met par-dessus. La beauté, elle ne peut pas avoir à faire avec ce qu'on est. Merci de le dire, parce que là... ou important parce qu'on a un statut ou parce qu'on a... Ouais. Voilà. C'est un livre contre les apparences, en fait. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Hein, Et puis, une envie de rassembler tout le monde, parce qu'en 2010, on sentait déjà les prémices d'une société française qui tombait en morceaux, il y avait des affrontements partout, et nous, on n'a pas envie de ça pour nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un livre d'apaisement. Déshabiller la prof, est-ce que c'est se remettre en question son autorité? Non, je ne sais pas. Oui, écoutez, oui. je découvre le livre, je n'ai pas lu ni regardé, donc je ne vais pas juger cela. Est-ce que c'est à travers le déshabillage que... au fond, une communauté, le déshabillage de chacun, qu'une idée d'une communauté peut ressurgir? Je ne sais pas, parce que nous sommes tous des êtres humains, mais nous sommes tous des êtres humains, des poils, pas simplement nous avons des odeurs, au sens naturel, nous sommes des êtres humains parce que nous témoignons d'une certaine culture, et les apparences ont part à cette culture. Donc moi, je n'ai pas, si vous voulez, d'hostilité a priori aux apparences, aux soins de l'apparence, etc. Je crois que ça peut aller de pair avec la civilité, justement. Mais est-ce que le rôle de
l'école, c'est pas non plus aussi d'instiller un peu d'esprit critique, non? Alors, non, ça, je ne sais pas si c'est leur intention, l'intention des auteurs d'instiller l'esprit critique, mais qu'on arrête avec ça. On ne va pas donner l'esprit critique à des bambins. On ne donne pas l'esprit critique à la maternelle. Il faut donner un peu d'esprit et le critique vient après. On ne peut pas commencer par la critique, c'est absurde. Ce livre n'a pas été fait pour être un livre d'école. Comment? Ce qui est déjà tout à fait différent. Oui, absolument. La ça vous est tombé dessus alors que c'était... pas des manuels scolaires. Il faut vraiment le rappeler, ça. Oui, c'est un livre qu'on peut offrir à Noël aux enfants si on en a envie ou pas. En toute liberté, ce sont les parents qui décident. Personne, et puis, bon, voilà. Marcel Gaucher. Je pense que la distraction est capitale. C'est de là qu'il faut partir. C'est pas un manuel, c'est une incitation à l'imaginaire enfantin. Exactement. Voilà. Et si vous croyez que les enfants ne déshabillent pas en esprit les adultes qui sont... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il suffit de regarder les dessins, d'ailleurs. C'est une manière de donner libre cours à ce qui est bien présent dans leur esprit et qui est parfaitement innocent, puisque c'est au titre de l'imaginaire. C'est à cette faculté-là que ça s'adresse. Ce n'est pas un apprentissage, quel qu'il soit, qui est en jeu. Donc, on parle à côté. Alors, les enfants n'ont pas d'idées tordues. Ça a peu à voir avec la théorie du genre, car tous ces personnages sont sexués. Alors, il y a eu un amalgame qui a été fait pour présenter ce livre comme faisant partie de tous ces autres livres qui, eux, posent problème, car si celui-ci en pose un, c'est simplement par son titre, À poil la maîtresse, et ça met tout de même en cause l'autorité du maître et de la maîtresse. Et c'est en cela, je crois que Coppée a émis une sorte d'indignation que j'ai trouvée bienvenue, dans le fond, sans avoir feuilleté le livre, de faire apprendre à des jeunes enfants. Toutes les maîtresses qui ont lu ce livre dans la classe. Mais là, effectivement, les femmes sont des femmes, les enfants sont des enfants. Oui, mais donc là, il manque un peu d'esprit quand même. Toutes les maîtresses qui ont utilisé ce livre dans la classe. Je ne dois pas accabler Coppée, simplement il a voulu se raccrocher à une polémique qu'il n'avait pas suivie au départ, qui était cette polémique sur la théorie du genre, qui n'a pas été lancée par les hommes politiques, mais qui a été lancée par une partie de la société civile, par une partie des parents d'élèves, qui sont irrités, pas seulement à l'école, mais irrités un peu partout dans la société, de voir qu'ils subissent une sorte de dépossession. Et je pense qu'il a voulu, par cette affaire-là, qui est assez à droite de mon point de vue, puisqu'on en parle, il a voulu se raccrocher à ce droite, oui, c'est ça. Assez à droite. Non, assez maligne, car on en parle aujourd'hui. Je vous reconnais là avec vos jeux de mots. Car on en parle aujourd'hui. Mais cela n'empêche que vous avez toute une série de livres enfantins qui, eux, posent problème quand vous faites lire à des enfants « Papa porte une robe » ou « Jean a deux mamans ». Et là, on est vraiment dans la théorie du genre. Leurs autres livres, on ne voit pas ce qu'on pourrait trouver. Non, mais la question... Dans ceux que je vous cite, non, mais France, dans ceux que je vous cite, « Papa porte une robe » ou « Jean a deux mamans », on peut tout de même penser qu'il est quand même curieux de faire apprendre ceci à des enfants. Donc il ne fallait quand même pas tout mélanger. Et je trouve qu'on mélange beaucoup de choses dans cette justement, donc la théorie du genre rend fou, en tout cas un certain nombre de nos politiciens, un certain nombre de Français. Et j'aimerais que Géraldine Mühlmann, notre philosophe maison, nous explique. Qu'est-ce que c'est la théorie du genre? Alors je vais essayer d'être la plus objective possible. Vous m'avez mise derrière un pupitre en plus, enfin c'est un bar. Ça n'existe pas la théorie du genre. Il y a des études de genre, c'est-à-dire qui sont surtout développées au départ aux États-Unis et dans la suite des mouvements féministes mondiaux d'ailleurs, qu'on appelait donc les gender studies. Et ce sont des travaux pour essayer de décrypter et certes de critiquer les stéréotypes sociaux qui enferment, jugent ces études, les hommes et les femmes, les hommes aussi d'ailleurs, les comportements obligés, si vous voulez, les représentations qui sont classiquement attachées au féminin et au masculin. Par exemple, des stéréotypes qui existent, que les femmes seraient plus sensibles, plus dans l'affect, plus proches de la nature, les hommes plus dans l'abstraction, plus dans le... Moi, je ne vais pas donner mon avis là, j'essaie de vous dire ce qu'il en est de ce paysage intellectuel où les hommes plus facilement et naturellement dans le leadership et dans l'abstraction. Voilà des stéréotypes. Le football, voilà, des stéréotypes qui de fait, on le voit dans les études sociologiques, les métiers, les choix de métiers peuvent être orientés en fonction de ces stéréotypes et les gender studies les critiquent. Il faut voir aussi que les gender studies, les études de genre, ont analysé certains textes aussi, alors de notre tradition puisqu'on en parlait, mais parfois pour dire que les textes littéraires, les grands textes, déjà déconstruisaient beaucoup des catégories
théorie classique du genre, un peu comme déjà Roland Barthes disait que Flaubert déconstruisait beaucoup de mythes. Mais il est vrai qu'elles disent aussi, ces études, que certains textes répètent ces mythes. Il y a les deux, répètent ces stéréotypes. Alors, les soubassements théoriques, puisque c'était votre question, alors il y a une partie des études de genre qui considèrent que beaucoup de différences entre les hommes et les femmes sont culturelles. Mais elles n'excluent pas qu'il y ait des différences naturelles, biologiques. Mais elles sont, si vous voulez, tellement recouvertes du social qu'avant d'y arriver, il faut déconstruire tout ce qu'il y a de social. Et puis, il y a des gens dans les gender studies qui sont effectivement radicaux et qui considèrent qu'il faut prendre la phrase de Simone de Beauvoir, « Une femme ne naît pas femme, elle le devient », sur un mode absolu, radical. Il y en a qui pensent cela, qu'il n'y a pas de féminin, pas de masculin, qu'il y a une sorte d'androgynie fondamentale. Certains le pensent, mais ce n'est pas cette androgynie, ce n'est pas le tout des outils utilisés par les études de genre. Alors, Alain Finkielkraut, vous aviez l'air absolument consterné par l'exposé du professeur Mühlmann. Ah non, je ne peux pas être concerné par Géraldine Mühlmann. J'ai un petit désaccord. Oui, ça se voyait, là, au visage. Malheureusement, je suis trop expressif. C'est un problème. Mais c'est mon problème, ce n'est pas celui de Géraldine Mühlmann. Voilà, elle n'est pas la première à le dire. Il n'y a pas de théorie du genre, il n'y a pas de théorie du genre. Il n'y a que des études de genre. Non, écoutez, non, entendons-nous. Il y a même un paradigme du genre, donc une métaphysique, c'est-à-dire une vision de la réalité dans son ensemble, qui dit ceci, qui dit que la nature est un leurre, tout phénomène humain relève de l'histoire, et qui dit, secondo, que les différences que l'histoire a produites, il revient à l'histoire de nous en affranchir pour que nous puissions nous choisir librement hors de toute contrainte. D'où les ABCD de l'égalité, où on vous explique que c'est un préjugé grotesque si les jeunes filles ne jouent pas au rugby. Donc il faut les inciter à jouer au rugby. Ou il faut que le garçon, si on monte le petit chaperon rouge, soit le petit chaperon rouge. Et il faut jouer aux gendarmes et aux voleuses. Mais pourquoi ces gender studies qui étaient cantonnés à certains secteurs de la recherche, du campus mondial, ont-elles fait une entrée aussi fracassante dans nos écoles? Ça, je crois que ça tient à ce que Tocqueville avait déjà vu, c'est-à-dire la dynamique égalitaire à l'œuvre dans une démocratie, où l'égalité va vers l'interchangeabilité. Et voilà, c'est l'interchangeabilité. Alors, je termine simplement. Je crois que ça n'a strictement rien à faire à la petite école. Là, vraiment, c'est l'égalité devant le savoir, devant la langue, des garçons et des filles dont on doit se préoccuper, mais surtout, cette recherche éperdue du stéréotype ne va pas s'arrêter là. On réécrit les contes. Parce que c'est pas bien, les contes, mais le chaperon rouge, etc., les contes pour enfants, parce que la femme est passive, l'homme est viril, etc. On en soumet d'autres, plus conformes aux lumières modernes, et puis après, c'est l'histoire de la littérature, parce que je veux bien qu'on déconstruise dans la littérature, mais la différence du masculin et du féminin, elle est au cœur de la poésie, elle est au cœur de la philosophie, et elle est au cœur du roman. Et donc, à force de déconstruire, on aura un rapport au passé complètement dingue, puisque ce sera une réserve de stéréotypes livrés, si vous voulez, au sarcasme des enfants. Moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner ainsi. Encore une fois, si déconstruction il doit y avoir, c'est en toute fin de parcours, et il y a c'est-à-dire vous êtes le grand stéréotype de notre époque. Mais vous êtes pour l'enseignement de la théorie du genre en fin de parcours, c'est-à-dire en terminale. Éventuellement, oui, si on n'a rien d'autre à faire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que s'il y a un stéréotype aujourd'hui qui aurait fait hurler de rire Flaubert, c'est on va déconstruire les stéréotypes. À la télévision, on vous présentez le reportage. Alors, maintenant, il faut déconstruire les stéréotypes. Déconstruire les stéréotypes. Et ça suffit quand même. Derrida, il a mis du temps avant de déconstruire. Il a tout emmagasiné. Il a beaucoup travaillé. Il avait une culture, une érudition philosophique folle. Et après, et maintenant, voilà ce que devient la déconstruction. C'est toi, mon bébé, et moi, on va déconstruire les stéréotypes. Non, c'est marrant. Marcel Gauchet. Et je me permets d'ajouter qu'il n'a rien déconstruit du tout, en réalité. Bon, mais ça, c'est un débat. Ça se discute. Je ne crois pas. Mais c'est un vaste sujet. Ça se discute. Je crois, comme Alain, qu'il faut bien distinguer, et là je crois que la présentation de Géraldine Mühlmann était un peu biaisée, ce que sont les études de genre, qui sont ni plus ni moins les études de la variation historique et sociale de la présentation des sexes, qui sont parfaitement innocentes, et il n'y a rien à dire là-dessus, de la
théorie du genre qui existe bel et bien et qui est une application d'un principe poussé à l'extrême, en effet, radicalisé, qui est ce qu'on appelle dans le jargon des sciences sociales la construction sociale de la réalité. Les sexes sont en réalité une construction sociale. Si c'est une construction, on peut la déconstruire. Parce que derrière se dissimule, en effet, une idée individualiste radicale. Il n'y a que des individus qui se choisissent eux-mêmes, et ce qui est insupportable, c'est l'assignation sociale d'une identité de sexe qui est produite de l'extérieur des individus et qui s'impose à eux. Alors, maintenant, du calme. Par rapport à la présentation que vous faisiez, ce qu'on enseigne, c'est pas qu'on enseigne d'ailleurs, parce que c'est une expérimentation de prise de conscience, de sensibilisation. Aujourd'hui, avec ces ABCD de l'égalité, c'est une version très douce de la chose, une espèce de prise de conscience de ces stéréotypes. C'est pas la théorie du genre du tout. On n'enseigne pas la théorie du genre. Faut pas laisser se diffuser cette expression. Et puis, moi, ce que je reprocherais à cet enseignement, pour ce que j'en ai pu voir sur Internet au travers de ces fiches pédagogiques, c'est surtout sa niaiserie. Ça me paraît puéril, en fait, dans la manière dont c'est fabriqué. Donc, ce n'est pas destiné à élever tellement le niveau de conscience critique des enfants, me semble-t-il. Et j'ajoute le point qui me semble le plus important, c'est que pendant qu'on débat de ce pseudo-problème, on en oublie. Le reste, d'ailleurs, qui est très bien traité dans votre livre, Marcel Gauchet, il faut le dire aussi. Il y a un problème, il y a un vrai problème du genre à l'école. Il n'est pas du tout celui qu'on dit. Le vrai problème du genre, aujourd'hui, à l'école, c'est quoi ? C'est l'effondrement scolaire des garçons, doublé d'une manière inexorable par les filles, avec tous les problèmes que ça peut poser, y compris les problèmes d'identité chez les petits garçons qui se sentent très mal à l'aise face à des filles ils sont qui tous sont derniers, scolairement elles sont premières, il va falloir les séparer. Ben voilà, voilà le vrai problème. Les garçons sont trop malheureux quand ils sont confrontés aux filles. Non mais il y a un double scandale dans cette affaire de théorie du genre. D'abord, il y a eu ce scandale de dire que cette théorie du genre n'existait pas. Et en fait, naturellement, elle existe. Certes, elle n'est pas enseignée à l'école primaire, mais elle est appliquée à l'école primaire. Et donc, il y a eu vraiment une opération de désinformation, très franchement, de mon point de vue, un mensonge collectif, un mensonge officiel. Et puis l'autre scandale, précisément, ça a été de permettre, sous prétexte d'éduquer à l'égalité, et qui peut être contre instruire à l'égalité entre la fille et le garçon, d'insuffler des déconstructions, une de plus, sur la sexualité, après la déconstruction de la famille, la déconstruction de la nation, et d'insuffler une autre, avec l'aval de l'éducation nationale, et sous prétexte de rendre ensuite envisageable l'homosexualité, car c'est bien ceci qui est visé. Tous les groupes de pression homosexuels, LGTB, etc., qui sont entrés dans l'école, d'ailleurs sans que les parents d'élèves en aient été avertis. Vous avez une circulaire de 2013 qui autorise maintenant ces conférences qui sont faites par ces groupes de pression minoritaires auprès des jeunes élèves sans que les parents en soient conscients. Et donc, cela révèle ce qu'est aujourd'hui l'école. Et j'avais sorti ce petit texte pour répondre en préalable à votre question de savoir à qui appartient l'élève. Il n'appartient pas, certes, aux parents, il n'appartient pas, certes, à l'école, mais selon notre ministre de l'Éducation, il appartient bien à la République. Et c'est ceci qui est une vision un peu totalitaire. Je me permets juste de citer ce que dit... on appartient tous à la République. C'est pas Finkielkraut Code qui va dire le contraire. On appartient tous à la République, quand même. Pour illustrer ce que je dis, je me permets juste de dire ce que dit Vincent Payon lui-même. Il dit, parlant du rôle de l'école, que l'école doit être cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi, c'est-à-dire que l'école, naturellement, est censée couper les liens, tous les liens entre l'enfant et le reste de son environnement. Et donc vous avez une vision qui est la vision qui avait été développée par Robespierre notamment, ou tous les autres régimes totalitaires, de dire que l'enfant est l'instrument aujourd'hui d'un État qui peut se permettre, au prétexte d'élever l'enfant, de l'instruire à l'égalité à travers précisément ces théories du genre, qui sont des théories qui, de mon point de vue, répondent à des exigences de minorités, et les minorités n'ont rien à voir, en tout cas, au cœur même de l'école. Et c'est un problème plus général qui recouvre toute la société. Kamel Béchik, alors vous êtes le président de Fils de France. Alors, franchement, vous ne trouvez pas quand même masculin et féminin on accepte un peu trop volontiers les caricatures. Enfin, non, mais il est temps aussi de réfléchir. L'idée qu'il y a un relativisme dans l'identité
sexuelle. Il y a des sociétés patriarcales, il y a des sociétés matriarcales. Je me suis intéressé dernièrement au plus grand ensemble matriarcal au monde qui est composé de 8 millions d'habitants sur l'île de Java, où les femmes sont au centre de la politique, de la société, de la propriété, société musulmane d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais je dis aussi que la France réelle, c'est un héritage chrétien. Donc on a une idée quand même assez... un habitus relativement clair de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Maintenant, je suis, moi, assez surpris de rejoindre nos amis sur l'intention qu'ils avaient. Parce que finalement, ils étaient dans une logique anticonsumériste, c'est-à-dire de dire que oui, un corps, ça vieillit. Oui, nous ne sommes pas dans une espèce d'icône permanente de la jeunesse absolue. Et aussi, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et c'est la nature, et c'est très bien comme ça. Donc il y a quelque chose, je trouve, de très finalement conservateur dans leur manière de penser, mais qui se traduit dans une entre guillemets, expression artistique qui se voudrait subversive. À mon sens, la nudité, depuis le déjeuner sur l'herbe, n'est plus subversive. Donc il y a une forme d'arrière-garde de la subversion à présenter la nudité comme étant potentiellement subversive. Même avant avec Rubens, hein, et puis la Vénus de Milo. C'est complètement autre chose. La subversion, nous, c'est pas nous qui en avons parlé. On est bien d'accord. C'est pas nous qui avons mis ça en avant. Par contre, moi, dans mon regard, c'est subversif. Ce qui m'apparaît un peu, malgré le fait qu'il y ait des constats très, très intéressants et justes par rapport à ce qui se passe à l'école, on parle quand même beaucoup comme si on était au-dessus, en train d'observer quelque chose là qui se passe et qui paraît très très important tout d'un coup. Or nous, au quotidien, enfin toute l'année, on est amené, il y a énormément de salons du livre jeunesse en France qui travaillent avec énormément d'associations de parents, d'associations d'enseignants, de bibliothécaires, de gens qui sont vraiment au plus proche. Moi, j'ai fait des projets avec des médiathèques d'hôpitaux, j'ai travaillé avec des enfants vraiment très différents et d'âges très différents. Et je trouve qu'il y a un regard comme ça, une mise en lumière de quelque chose qui n'est pas du tout le sentiment qu'on peut avoir quand on sillonne la France et qu'on travaille avec des enseignants, des associations qui s'occupent d'enfants et tout ça. Donc tout le rapport au livre et le rapport au nôtre, comme le rapport à plein d'autres livres, c'est mettre tout d'un coup en question, comme si ces gens-là ne réfléchissaient pas à leur façon d'aborder des questions. Et ça fait longtemps, c'est-à-dire ça fait 20 ans par exemple que les éditions du Rouergue ou d'autres éditeurs proposent des lectures que des gens qui travaillent dans des centres de loisirs, dans des médiathèques, dans des écoles s'en emparent et sans qu'il n'y ait jamais eu aucun problème avec les parents. Donc là, il y a quand même quelque chose de très étrange qui se passe. C'est suridéologisé. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de suridéologisation. C'est-à-dire qu'en 1905, on a séparé l'Église et l'État. Mais finalement, se substitue à la morale catholique ce qu'on nous présente comme étant la morale laïque, avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir dans le rapport de l'éducation à l'enfant. Vous demandiez tout à l'heure à qui appartiennent les enfants. Nos deux amis ont répondu qu'ils n'appartiennent à personne. Mais il est de fait constatable qu'il y a une prééminence des parents sur le fait d'amener les enfants vers l'âge adulte. Bien sûr, ce n'est pas le seul canal de transmission des capitaux culturels, moraux, éducatifs, puisqu'il y a l'école et il y a tout ce qui est aussi parascolaire. Mais il y a une prééminence des parents dans la transmission des différents capitaux et il y a une forme d'empiètement, je dirais, sur la liberté des parents que de substituer ce qu'ils voudraient transmettre à leurs enfants par la morale laïque dont allait parler notre ami. Liberté, égalité, fraternité. Oui, il n'y a pas que liberté, il y a égalité, il y a fraternité. Ça se prête parfaitement à la doctrine sociale de l'Église. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de cette théorie du genre qui, dont on l'apprend en fait, est appliquée en catimini depuis maintenant quelques années dans l'éducation nationale? C'est parce qu'aujourd'hui, la société civile se réveille partout, sur beaucoup d'autres sujets. Pourquoi prenez-vous parti alors que votre livre n'en parle pas? Mais parce que ce n'est pas la réalité. Non, mais il faut cesser de répondre que c'est des fantasmes et des mensonges sur des réalités, quand on voit ces livres-là. Ce que je veux dire, ce que je veux juste analyser, c'est simplement pour faire aller un peu plus loin dans l'analyse sur la réactivité qui a eu lieu sur ce sujet-là. Cette réactivité est présente aujourd'hui dans toute la société. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que la société civile bout depuis maintenant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, elle sort dans la rue. Elle sort dans la rue avec la famille pour tous, elle sort dans la rue avec les bonnets rouges, et elle sort dans la rue aujourd'hui avec
avec ces faillites de l'éducation nationale dont on se rend compte aujourd'hui que l'éducation ne sait plus transmettre l'essentiel, écrire, lire et compter, et qu'elle s'amuse aujourd'hui. Je crois que c'est facile de tirer sur une ambulance dans laquelle on ne met pas d'essence. Ces sujets annexes sont beaucoup moins intéressants que l'essentiel. Et les parents d'élèves ne disent que ceci. Je pense que vous allez entendre parler de plus en plus. Il y a... Claire Franec. Il y a un réveil des consciences. Et après, Alain Finkielkraut. C'est complètement... C'est une manipulation totale. On essaie de tout simplement, une fois de plus, et c'est très facile, de monter les gens les uns contre les autres. Donc on choisit le prétexte de la littérature jeunesse, on prend des enseignants qui seraient complètement irresponsables, des choses qui seraient enseignées à l'école, des parents qui seraient mécontents. Mais nous, là, depuis 3 jours, qu'est-ce qu'on reçoit? Des millions de messages de gens qui sont les parents, les enseignants et tout ça, mais qui ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de raconter. C'est pas ce qu'ils vivent au quotidien. Une critère LGBT, lui comprend très bien ce qui est en train de se passer. Ne comprenez pas une critique avec une agression. Je ne vous agresse pas. Simplement, j'émets une critique, non pas sur votre livre. Ça veut dire que les parents. D'ailleurs, votre livre n'est pas concerné, à la limite, dans le débat. Mais moi, je ne parle pas que de mon livre. Le fait aujourd'hui des syndicats d'enseignants, quelle que soit d'ailleurs leur chapelle, parce qu'ils se sont tous réunis autour de ça, permettent l'inter-LGBT d'aller lutter contre les stéréotypes ou contre les préjugés liés à l'homophobie, la lesbianophobie, la transphobie, etc. C'est une réalité. Vous n'avez pas confiance en vous. Mais je pense que pour des enfants de 4 ou 5 ans, il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire. Ils ne sont d'ailleurs pas formés à cela, à recevoir ces genres de... Mais qui doit dire à qui ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait là une sorte d'emprise totalitaire, même si certaines déclarations de Vincent Payon peuvent faire frémir. D'abord, je remarque que c'est Luc Châtel qui a voulu introduire la théorie du genre à l'école. Donc c'était la droite. Et il l'a fait parce qu'il est quand même porté, lui aussi, par un mouvement social. Je sais que vous avez un grand espoir dans le réveil de la société civile, mais la société est travaillée de courants contradictoires. Et ce mouvement vers une sorte d'égalité, donc ce mouvement vers l'indifférenciation est très fort aujourd'hui. C'est vraiment l'idée que l'on se fait au bout du compte de l'égalité, et la différence des sexes très fort, apparaît comme un obstacle. On va vraiment vers l'homme ou la femme sans sexe. Non, pas forcément sans sexe, mais avec cette idée que tous les rôles peuvent être échangés. Bah oui, les hommes peuvent faire la vaisselle. Voilà, que tout ça, oui, c'est ça, et qu'ils peuvent devenir sages-femmes et machin. Vous avez mal compris. Et puéricultrices. Non, mais voilà, et tout cela, si vous voulez, me semble aussi très fortement porté par une grande partie de la société elle-même. Moi, encore une fois, je voudrais qu'on respecte l'égalité des enfants devant la culture, parce qu'une inégalité s'instaure, dont parlait Marcel Gauchet, qui est très inquiétante, et qu'on arrête de penser l'égalité dans les termes de l'indifférenciation. Alors, Marcel Gauchet, qu'est-ce qui se cache, c'est une des premières questions qu'on se posait tout à l'heure, qu'est-ce qui se cache derrière la théorie du genre? On a l'impression que le débat est un peu biaisé, on parle un peu d'autre chose, non? Il y a beaucoup d'angoisse. Oui, je crois qu'il ne se cache rien du tout. Je crois qu'il y a en revanche une désorientation de l'opinion, une maladresse politique évidente dans toute cette affaire. Écoutez, ces propos de Payon, comment pouvez-vous les prendre au sérieux ? Vous pensez qu'il y a le moindre réalité? Je prends tout au sérieux. Il a écrit ça dans un livre. Il faut savoir rire aussi. Et moi, je trouve ces propos d'une grandiloquence rhétorique qui n'a à peu près aucun rapport avec la réalité. Vous allez lire ça aux enfants des écoles, ils vous éclateront de rire au nez. Quel rapport entre ce genre de discours incantatoire et la réalité de ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui? Ouais. Dieu merci, on en est très très loin. Justement, non. Dieu merci, il l'a dit. Voyez la manière dont il... Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi Payon se croit obligé d'aller rameuter des choses que même Jules Ferry aurait eu de la timidité à avancer. Sûrement. Bien sûr. Il disait qu'il ne fallait choquer aucun père de famille. Voilà, c'est ça. Il aurait été plus adroit politiquement. Donc, ce qui a été notre chance. Mais il est vrai qu'il y a... Je crois surtout que ce qui est très frappant dans cette affaire, n'oublions pas que les ABCD de l'égalité, c'est une expérimentation qui n'est pour le moment testé que dans un nombre limité d'établissements et de départements. Bon.
ce que je crois profondément, c'est que dans l'incertitude où nous sommes, le gouvernement doit fonctionner d'une manière parfaitement transparente sur ce genre de questions. On ne peut pas se lancer dans ce genre d'expérimentation pédagogique sous la pression de groupes de pression, vous avez parfaitement raison. En l'occurrence, cet enseignement résulte d'une convention avec le ministère des droits de la femme. Ce n'est pas une invention sui generis du ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas faire ce genre de choses sans un débat politique. Il faut mettre les choses sur la table et faire en sorte que l'opinion publique et les parents, au premier chef, soient informés. Petit exercice pratique là, de théorie du genre ou d'étude du genre, comme dirait Géraldine Mühlmann. Vous êtes un peu plus... vous sentez une part féminine très forte chez vous On va faire un petit tour de table rapide. Ah oui. Le questionnaire de homme ou femme, vous êtes quoi? Apparemment, je suis homme, mais certainement, oui, j'ai une part féminine prononcée. Très prononcée? Très. Paraît-il. Ah, mais c'est une information, voilà. Et vous, Marc Dagneau? J'essaye de l'assumer, ouais, ma part féminine. Ouais. Elle est forte? Ça dépend des moments. Ah, bon. Quand je jouais au football, on me disait « il a encore ses états d'âme de gonzesse ». Voilà ma part féminine. Claire Franek? Vous, la part homme, bien entendu. Vous, hein. Pardon? Je vous demande votre part homme. Bah oui. Oui. Certainement, ouais. Certainement, vous n'avez pas étudié la question? Non, Ouais. Si je dis que j'adore cuisiner, on va me tuer en me disant c'est un stéréotype puisque les femmes ne sont pas cantonnées à la cuisine. Oui, moi j'adore cuisiner, puis dans une société plutôt, patriarcale, le fait de cuisiner est peut-être un côté féminin. Oui, sûrement. Yvan Rieufol? Je ne pourrais pas vous dire en pourcentage, mais certainement, bien sûr, oui, je peux avoir l'alarme facile, par exemple. Femmes, votre part féminine, c'est 70% ou 40%? Peut-être pas tant que ça. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, je peux me laisser envahir par des émotions qui seraient peut-être un symptôme plus féminin. Alain Finkielkraut. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas répondre à cette question. Moi, j'aime beaucoup la féminité. Il y a quelque chose que j'aime dans la féminité. Ça se retrouve toujours dans vos livres. Les crèmes, etc. Et moi, je ne fais pas ça. Et je suis content, si vous voulez, justement, que je n'ai pas accès exactement à toutes les attitudes, toutes les coquetteries, tout le charme qui sont, à mes yeux, ceux de la féminité. Donc, je marque-boute absolument à la différence et en même temps, je souscris à toutes les thèses de l'égalité en même temps. Bon, on va se demander maintenant si Internet n'est pas en train de faire vaciller toutes les règles classiques de la transmission, de l'autorité. C'est un sujet de Jérémy Collado. On regarde. Depuis le temps qu'on annonce la fin des maîtres, elle finira un jour par arriver. Mais si le maître, vous savez, ce vieux prof d'histoire, tout barbu, pull jacquard, grosses lunettes rondes, monté sur une estrade avec sa règle, qui déclame son cours magistral à des élèves endormis qui baillent aux corneilles. Avec Internet, cette époque est définitivement révolue. This is a smartphone. It's very smart. Fini les élèves en rang qui écoutent doctement un sachant au-dessus d'eux. Internet a ouvert la voie à une nouvelle pédagogie horizontale où les élèves construisent leur savoir. C'est l'accomplissement d'un vieux rêve 68 arts. Plus besoin de profs, les élèves savent déjà tout. Voilà. Regarde maman, tout ce qu'on peut faire comme étude même quand on est nul en maths. Une vraie mine d'or, à condition de savoir l'utiliser. Mais si l'on en croit le sociologue Marcel Gauchet, ni le premier modèle du maître tout-puissant, ni celui de l'élève roi n'ont fonctionné. Selon lui, notre école est plongée dans l'incertitude. Elle tente de transmettre des compétences, alors qu'elle devrait apprendre à nos enfants à penser. Qui était le général de Gaulle, s'il vous plaît? Le général de Gaulle, il était connu parce qu'il était dans le dictionnaire. Enfin, difficile de penser par soi-même sans avoir quelques petites bases. Hein? Vous avez eu quel prof? Ah voilà, vous n'avez pas eu de prof. Ouais. Merci. Alors, Marcel Gauchet, j'ai bien lu transmettre et apprendre. C'est dur d'être prof aujourd'hui avec Internet. Hein. C'est pas si évident que ça. Parce que justement, comme le disait Jérémy Collado tout à l'heure, les élèves ont l'impression de savoir. Oui. Alors, à un certain niveau, ça se manifeste par sous la forme qu'ils vérifient instantanément ce que vous dites
sur tout leur de suite sur ordinateur. Google, c'est ça, oui. Et disent mais comment? Ils disent c'est pas vrai parce que je vois écrit que bon, c'est très intéressant pédagogiquement parce qu'en général, ça permet de rebondir en disant vous croyez avoir raison, mais en fait, c'est un peu plus subtil. Et, bon. Mais le grand fantasme social, c'est pas la première fois. On est en train de rejouer avec Internet à une vitesse supérieure, quelque chose qui s'est déjà passé avec la radio. Et la télé. Avec la radio, rappelez-vous, la radio scolaire, c'était fini. On allait avoir un seul prof qui allait nous faire la classe partout. Après, il y a eu la télé et on recommence avec Internet. Sauf que à chaque fois, le niveau monte, si je puis dire. Techniquement, l'offensive est plus importante, mais le résultat sera le même, parce que la réalité, c'est le contraire de l'apparence. C'est ça, là aussi, la science, c'est de savoir discerner au-delà. C'est-à-dire que pour utiliser, et probablement qu'à l'arrivée, après moult incidents, parcours et confusions, Internet sera le moteur d'une élévation du niveau scolaire et du niveau d'exigence, parce que pour utiliser efficacement Internet, si ça consiste d'utiliser Internet à aller chercher la solution du problème sur un site dédié à cette fin, c'est à la portée de tout le monde. Mais ce n'est pas ça. Pour utiliser efficacement l'information qui vous est accessible sur Internet, il faut savoir beaucoup plus de choses. Et il faut en savoir encore beaucoup plus pour l'utiliser efficacement. Autrement dit, on est au pied d'un mur avec Internet. Et il va falloir apprendre encore plus de choses. En fait, vous voulez positiver Internet? Non, mais c'est pas. Je veux rien du tout. J'observe ce qui se passe. Et je suis frappé d'ores et déjà par les résultats. Positif. Des résultats positifs. Dans les deux sens. Chez les uns, l'illusion, j'ai besoin de rien, je me débrouille tout seul. Et c'est je sais déjà, parce que de toute façon, ma tête est dans Google, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai la tête bien vide, et comme ça, elle pourrait être bien faite. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que, figurez-vous que si vous avez rencontré une tête bien faite, qui n'est pas en même temps une tête bien pleine, appelez-moi, parce que c'est une anomalie de la nature. Les têtes bien faites sont surtout des têtes bien pleines, mais qui savent, justement parce qu'elles sont bien pleines, savent bien ranger les savoirs dont elles disposent et les rendent, de ce fait, très efficaces. Alors, pendant que vous parliez, Alain Finkielkraut avait l'air consterné. Non, pas du tout. Assommé. Non. Je ne suis pas consterné par gauche. Non, je suis pas cet éloge d'Internet. Cet éloge. Non, mais c'est-à-dire que je suis un. C'est pas un éloge. D'abord, il n'a pas fait un éloge. Et je suis un grand lecteur de Marcel Gauchet. Et j'ai lu Transmettre, apprendre. Et là, les choses. Enfin, le problème qui me paraît le plus grave est très clairement exposé, puisqu'il est dit, dans le chapitre « Faut-il encore apprendre à l'heure d'Internet ?», que les priorités qu'Internet valorise implicitement sont l'interactivité, l'efficacité, la rapidité, la connexion avec le monde entier, l'oubli du passé. Les exigences de l'école, au contraire, sont l'effort, la persévérance, la satisfaction différée, les rythmes et les contenus contraints, l'obligation et acceptation des codes, et même la socialisation comprise comme intégration de chacun dans un groupe non choisi et dans une histoire collective. Il y a là donc un véritable antagonisme. Cet antagonisme n'est pas pensé par nos élites, de droite et de gauche, puisque Vincent Payon, et ça me paraît plus grave en effet que certaines de ses incantations, a décidé de résoudre les problèmes de l'école par la numérisation généralisée. Et la droite a fait et fera exactement pareil. Alors je voudrais simplement citer une expérience dont on a parlé dans le New York Times et qui est commentée dans le livre de Cédric Biagini, L'emprise numérique. Très intéressant. Les cadres, les hauts dirigeants de eBay, de Yahoo, de Google et d'autres énormes entreprises numériques mettent leurs enfants dans des écoles non numérisées, où il y a un tablet noir, comme par hasard, où il y a des pupitres, où il y a des stylos, et même de la terre glaise. Et les encyclopédies sont sur des étagères. Et précisément, ils les protègent de ces outils qu'ils auront bien le temps de découvrir après. Eh bien, réfléchissons à cette expérience et pensons que ces gens-là sont très intelligents et ils sont en première loge pour voir les dégâts que peut faire leur dispositif s'il est utilisé là où il ne doit pas l'être. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais ils ont compris comment
On peut se servir d'Internet. Oui, après. Oui, bien sûr. Mais donc, ne jetons pas les livres, d'ailleurs, dans l'identité malheureuse. Objets, surtout, ne les jetez pas. Il y a un éloge du livre qui est une petite merveille. Hein, c'est quand même un objet. Si vous voulez. Moi, je veux bien qu'on puisse lire, tout lire sur son portable maintenant, donc dans le métro. Mais je veux dire, comment... Pour aimer une œuvre... il faut quand même qu'elle se matérialise. Ce petit chapitre, il faudrait le distribuer dans les écoles, l'éloge du livre. Très beau, très beau, très beau. C'est le moment du jugement dernier, qui nous sera présenté par Géraldine Mühlmann, en personne. Elle est venue de l'Université Paris 2. Et elle va nous dire ce qu'elle a pensé, philosophiquement bien sûr, de cette émission. Encore moins que jamais, ce sera le jugement dernier. J'ai pensé... à un moment donné de vos débats, que parler de sexualité à des enfants et même à des adolescents, alors que ce soit d'identité sexuelle, de pratique sexuelle, de genre, et il est vrai que le genre veut parler du social, mais ça renvoie quand même aussi à un moment donné, il y a des intersections avec le biologique ou avec l'anatomique ou avec la nudité. Je crois que c'est atroce pour les enfants. Enfin, moi, personnellement, j'ai des souvenirs des cours d'éducation sexuelle, de gêne, d'envie de disparaître, et je demeure convaincue que... Moi, j'ai pas les mêmes. J'ai pas les mêmes souvenirs. Vous avez adoré? Oui, j'adorais. Vous riez beaucoup. Oui. Enfin, voilà. En fait, dans tout ce débat-là, où il y a beaucoup d'idées, je crois qu'il faut rappeler ça, quoi, que c'est en général pas très agréable. Alors, il y a deux solutions, quoi, où on n'en parle pas du tout, qui est une option qui a été défendue ici. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire, c'est pas faux, hein, à l'école. Où on en parle, et là, je dois dire que je partage beaucoup de choses qui ont été dites ici. Ce que j'ai vu, là, de ces outils pédagogiques donnés aux enseignants. Est-ce qu'il faut parler avec les enfants de situations où Barbie a demandé à Ken de faire la lessive et Ken est angoissé. Et je trouve que ça va pas... Je sens la gêne, si vous voulez, des enfants. Elle est palpable pour moi. Donc, je me suis dit, et là, peut-être que tout le monde ne sera plus d'accord à ce stade, qu'il y a des domaines de l'enseignement, des domaines de la pédagogie, où l'éducateur ne précède pas ce qu'il doit faire dans la plupart des autres domaines, mais réagit. Et que dans ce domaine-là, si on veut en parler, je ne suis pas hostile à ce qu'on parle de beaucoup de choses, les enfants posent suffisamment de questions par eux-mêmes. Je trouve qu'il y a eu un oubli, là vous l'avez dit aussi Marcel Gauchet, un oubli de toutes ces questions des enfants en permanence sur le désir, sur la puissance, qui est une grande question infantile, et puis la question de ce qu'ils ont dans le pantalon, quoi. C'est quand même tout le temps là. Et comment ne fait-on pas plus confiance à nos maîtres et à nos maîtresses qui entendent tout le temps dans les préaux et dans les cours d'école, et à nos parents, à tous ces parents qui entendent ça tout le temps, en lisant des fictions. Bon. Et donc, voilà, j'avais envie de dire, lisons... alors, c'est quelque chose de thérapeutique. Hein, il s'agit du petit Hans de Freud. Hans était un enfant de 5 ans très névrosé et très malade. Mais c'est un très beau texte sur l'écoute d'un enfant en souffrance. Je trouve que ça fait du bien pour d'autres raisons de relire ce texte-là. Et puis voilà, c'est un appel à Baudelaire. Hein. Baudelaire qui a fait de l'enfance le foyer de la curiosité. C'est le mot curiosité qui est souvent le moins employé dans les débats sur l'éducation. Je ne comprends pas pourquoi. J'entends transmission, j'entends effort, j'entends autorité. Je ne suis pas hostile, mais j'aimerais tellement entendre davantage curiosité. Merci Géraldine. Alors, vive les profs. Vive les livres aussi, hein, si j'ai bien compris. Je vais rappeler les titres de vos livres. Marcel Gauchet, donc notre monument hein, de l'intelligentsia française, Transmettre, apprendre. Vous n'avez pas remarqué que c'est un monument? C'est aux éditions Stock. Et c'est évidemment un livre très profond, très travaillé. Hein. C'est après une enquête, à mon avis, assez longue, une belle synthèse en tout cas. Ensuite, Claire Franek et Marc Dagneau, Tous à poil. Hein. C'est le livre de la semaine. Hein. Et à mon avis, c'est promis maintenant un grand succès grâce à la publicité. Il y a un retirage de 2000 exemplaires. Hein. Attendez, ça va retirer, vous allez voir, vous êtes bien parti. Super riche. Donc, en vente dans toutes les bonnes librairies et non pas distribué dans les écoles, contrairement à ce qui a été dit. Et puis, d'autres livres, deux livres de vous, Je suis le chien qui court, de Marc Dagneau. Là, il n'est pas question de nudité, très beau livre. Et puis, Moins une également, un livre avec Anne Agopian, aux éditions du Rouergue, toujours. Merci à vous. Il n'y a pas de livre
Kamel Benchik, Non, c'est en cours, et voilà, mais c'est en cours. On présente ce que nous sommes, fils de France, de jeunes Français de confession musulmane et particulièrement attachés à notre beau pays. Voilà. Donc, et ça s'appellera Fils de France, alors? Ça s'appellera Fils de France. Yvan Rioufol, Touche pas à ma France, hein, c'est aux éditions de Passy. Bizarrement, ce n'est pas aux éditions de la Porte de la Chapelle, on y est tout près, ou de la Porte de Lilas, c'est les éditions de Passy, et ce sont cet recueil d'articles par Yvan Rioufol. Alain Finkielkraut, je disais, très beau livre, il y a des pages sublimes sur Lévi-Strauss, le livre, la littérature, la France. Vous êtes un peu pessimiste quand même, hein? Ouais. Peut-être, oui, peut-être. Je vois des processus à l'œuvre et je ne vois pas que nous soyons capables de les arrêter. Mais c'est Walter Benjamin qui disait que la révolution, c'est pas la locomotive de l'histoire, c'est la main qui tire la sonnette d'alarme pour arrêter le train, il faut voyer dans la mauvaise direction. Donc je suis un révolutionnaire et pas du tout un réactionnaire. Vous seriez la locomotive, vous voulez dire? Non, je suis la main qui va je suis la main qui tire sur la sonnette d'alarme. Je suis plus optimiste qu'Alain. Oui, j'ai entendu que mon voisin aussi. Au contraire, donc, ce qui a été défait durant des décennies peut être fait en quelques mois. Et les Français l'ont montré. Merci, en tout cas, merci à vous. Merci à vous tous aussi de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire samedi prochain à 19h sur France 5 pour une nouvelle édition des Grandes Questions, où il sera question de secrets, de mensonges, de vérité, avec notamment Jean-Jacques Bourdin, André Comte-Sponville et l'incontournable Christophe André. À la semaine prochaine.